Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Nous sommes ravis chaque semaine de vous faire découvrir de nouveaux talents, des entrepreneurs qui ne cessent d'innover. Tout à l'heure, nous serons avec l'un des fondateurs d'une jeune entreprise qui propose de remplacer la pierre tombale traditionnelle par un couvert végétal résistant aux aléas climatiques et à l'usure du temps. C'est l'alternative proposée par cette toute jeune société. Mais tout de suite, nous partons entre la France et l'Inde avec une entreprise à mission qui, depuis 2015, a décidé de travailler avec une ONG. Leur objectif, l'émancipation des femmes et l'accès à l'éducation. On en parle tout de suite avec le fondateur de InBag, Pierre Monnier. Sud Radio, c'est ça la France. Bonjour Pierre Monnier. Bonjour. Et merci d'être avec nous au micro de Sud Radio. Vous avez créé en 2015 InBag, cette marque française de mode et d'accessoires éthiques. Alors, dans notre émission, on privilégie en général effectivement le Made in France, la fabrication en général est française. Là, elle est faite en Inde, mais pour une raison bien précise, parce que finalement, c'est au cœur même de l'entreprise, quoi. C'est avant tout, on peut le dire, un projet social avant d'être une marque. Oui, tout à fait. L'objectif de base de la société, c'était vraiment de venir en aide à une ONG, de les rendre économiquement indépendants pour qu'ils puissent décupler leurs projets sociaux sur place. Et du coup, on a eu l'idée de créer un outil économique, du coup une usine, où on peut créer du coup des produits textiles et du coup pouvoir réinsérer aujourd'hui 200 femmes et pouvoir mettre à l'école des enfants. Donc c'est vraiment l'objectif de la marque aujourd'hui, c'est faire travailler ces femmes-là pour leur donner un salaire, mettre leurs enfants à l'école et pour pouvoir les réinsérer dans la société civile après. Rappelez-nous le nom de cette ONG qui œuvre depuis 45 ans, c'est ça, en faveur de l'insertion professionnelle des femmes pauvres et de la scolarisation de leurs enfants? Oui, tout à fait. Alors, le plus simple, c'est de faire ssmi.sn et l'ONG, c'est Swami Sivananda Memorial Institute. D'accord. Une institution qui existe depuis 45 ans et qui est spécialisée dans l'émancipation des femmes et l'éducation des enfants là-bas. Donc, on l'a compris, c'est une marque de sacs et d'accessoires éthiques, responsable et engagée pour l'émancipation des femmes en Inde. Alors, j'ai vu sur votre site 1200 élèves scolarisés bientôt, grâce justement à ce partenariat avec l'ONG en 2024. Vous l'avez dit à l'instant, 200 femmes formées, employées et justement rémunérées. Et InBag représente 80% des revenus de l'ONG. Alors, pour qu'on comprenne bien concrètement, quel a été le chiffre d'affaires en 2022, enfin le dernier chiffre d'affaires, et justement comment il est reparti entre l'entreprise et l'ONG? Alors oui, ça c'est le cœur du projet. Nous, l'année dernière, par exemple, on était à environ 2,4 millions de chiffre d'affaires. Et là-dedans, il y a 30 à 40% du prix qui est dédié à l'ONG. Cette année, on sera plutôt à 8 ou 9 millions, et avec toujours ce même pourcentage. Et c'est ce qui nous a permis, l'année dernière, de financer à 50% une école pour 400 élèves, et de cette année, de refinancer une école à 90% pour 450 élèves. Donc c'est une belle entreprise en pleine croissance. Tout à fait. Comment vous avez réussi à établir un lien de confiance avec cette ONG? Parce que on l'a compris, hein, c'est un véritable partenariat qui se veut durable. Oui, voilà, c'est plus qu'une relation usine-client. Ça s'est fait dans la durée, ça fait 12 ans maintenant que je connais la directrice là-bas. Il y a une volonté très forte des deux parties de pouvoir avoir une interdépendance afin de créer une entité qui puisse aller dans des objectifs à la fois économiques en France et social là-bas. Donc ça s'est fait sur la durée et la volonté de vraiment créer un outil économique qui soit viable là-bas pour créer de l'emploi et qui soit aussi indépendant en France pour pouvoir vivre en tant qu'entreprise avec des salariés. Comment sélectionnez-vous, alors j'imagine plutôt l'ONG, les femmes qui participent à votre programme de réinsertion professionnelle, et est-ce que vous avez une possibilité finalement de mesurer l'impact que ça a sur leur vie? Ah oui, complètement. Alors la sélection, elle est vraiment faite par l'ONG. C'est l'ONG qui a le savoir-faire, elle est là-bas depuis 50 ans. Et du coup, elle a un maillage, elle est présente dans tous les bidonvilles un peu autour de Delhi. Et du coup, elle sélectionne ces femmes-là en fonction de différents critères. Donc on leur laisse complètement le choix là-dessus. Et après, nous, de toute façon, il y a un processus avec elles qui est relativement simple. Au départ, elles viennent avec nous. Elles sont souvent pas capables de travailler. Du coup, il y a une formation de 3 à 6 mois pour qu'elles puissent comprendre qu'en fait, une femme, ça peut travailler.
travailler, qu'une femme, ça peut gagner de l'argent, que ça peut être indépendant. C'est pour ça que l'école est importante aussi, parce qu'on ne peut pas aller chercher des femmes sans s'occuper des enfants qui sont souvent déscolarisés. Donc on met leurs enfants gratuitement à l'école. Et en fait, après, elles commencent à travailler sur des petits produits et après sur des produits plus importants. Et souvent, la plupart du temps, elles restent travailler chez nous en tant que couturières, où du coup elles ont un salaire qui est 3 à 4 fois supérieur au minimum là-bas. Donc souvent, hop, elles peuvent s'émanciper financièrement de leur mari ou de leur bidonville. Et soit elles restent chez nous, soit nous, on leur offre aussi des formations pour qu'elles puissent s'insérer avec d'autres métiers dans la société civile et éviter qu'elles reviennent dans les bidonvilles. Donc c'est très mesurable parce qu'aujourd'hui, il y en a 200, qu'il y a 10 ans, quand on a démarré, il y en avait une, et qu'aujourd'hui, on arrive à en recruter encore d'autres. Donc, la fabrication est en Inde, mais vous êtes basé du coup en Inde ou à Paris ou en France plutôt, tout simplement? Non, nous on est à Paris et on essaye aussi d'avoir un vrai impact en France. Donc on a une quinzaine de salariés à Paris. On a un atelier de production aussi parce qu'on fait venir des produits textiles qu'on personnalise en France. Donc on a un atelier où on travaille avec des personnes en situation de handicap. Et notre objectif en France, on a une mission, c'est de rendre abordable l'achat éthique. Aujourd'hui, en tant que marque éthique, on est 20 à 30% moins cher que certains de nos concurrents grâce à ce partenariat-là et ce travail direct à l'ONG. Et notre mission en France, c'est de pouvoir proposer des produits de très bonne qualité pour toutes les bourses. Ça veut dire quoi des accessoires éthiques, hein, des sacs éthiques? Alors, pour moi, l'éthique, ça recouvre un ensemble de choses. C'est à la fois au niveau du produit. Donc, nous, dans les choix de matière, on va choisir du coton biologique. On va, au plus possible, parce qu'on est loin, le faire venir en bateau. Ensuite, ça veut dire éthique, la rémunération de ceux qui le fabriquent. Comme je l'expliquais, nous, il y a 30 à 40% qui va à l'ONG. C'est énorme par rapport à ce qui se fait normalement. Après, il y a aussi l'éthique pour moi, c'est de pouvoir rendre accessibles les choses, avoir un prix volontairement assez bas pour pouvoir offrir nos produits au plus grand nombre. C'est aussi pour moi de l'éthique et du coup voilà, c'est quelque chose qui doit se ressentir un peu partout. Nous, notre logisticien par exemple, Boost à 7, travaille qu'avec des personnes en situation de handicap. Oui, la dimension sociale est toujours présente, quoi. Oui. En fait voilà, toutes les parties prenantes, l'objectif c'est l'impact, il faut qu'il soit à minima nul, mais si on peut l'avoir positif, c'est la volonté. Et du coup, c'est notre volonté chez Inbac de l'avoir de la production jusqu'au client, avec par exemple aussi des produits, on va proposer de la réparation pour éviter qu'ils ne durent pas, parce que l'objectif c'est aussi d'avoir un impact environnemental le plus faible possible. Comment vous est venue cette idée de collaboration et pourquoi le choix de l'Inde ? Ça, pour le coup, ça a été une opportunité qui m'a été présentée. L'Inde, je connaissais pas. On m'a présenté cette ONG lors d'un projet obligatoire que j'avais à mener en école de commerce. Et en fait, l'ONG, voilà, on a eu une discussion. Ils m'ont expliqué ce qu'ils faisaient là-bas. Je me suis rendu compte qu'ils arrivaient à faire énormément de choses avec très peu d'argent. Je me suis dit, bon, bah, si je leur donne un peu d'argent, à l'époque, c'était, voilà, je me suis engagé à leur en donner 300 € par mois pendant 6 mois et je me débrouillais, moi, pour les gagner. Et en fait, quand je voyais ce qu'ils arrivaient à faire avec ça, je me suis dit, mais ce serait incroyable si on pouvait leur donner plus. C'est vous qui avez eu l'idée, justement, de créer cette marque avec eux ? Ouais, tout à fait. En fait, eux avaient un atelier textile où ils faisaient des produits typiques indiens, type sari. Et en fait, nous, on a eu l'idée de créer, à l'époque, il y avait une loi contre les sacs en plastique qui était votée, et du coup, on a fait des tote bags en coton, un produit très simple à faire, où du coup, typiquement, c'était une femme qui sort d'un bidonville, elle va rapidement être capable de faire ce produit-là, parce que c'est des coutures assez simples. Du coup, on est parti sur ce produit-là. Je l'ai proposé et de fil en aiguille à des entreprises autour de mon école. Et après, j'ai décidé d'y passer, moi, ma césure, mes études. Et puis, hop, ça a été mon premier job aussi. Et voilà, en 4-5 ans, on a réussi à créer une entreprise rentable. Et après, on a pu la développer ces dernières années. C'est une très, très belle aventure. Alors, quelle est la prochaine grande étape, le prochain grand défi ? Alors, un de nos prochains grands défis, c'est on ouvre une boutique en propre à Paris dans les prochains jours. Ouais. Donc là, c'est la finalisation des travaux, etc. Et après, pour une bague, plus largement, ça va être un peu l'internationalisation. On l'a commencé via des réseaux de boutiques et ça va être... Parce que pour l'instant, c'est essentiellement vendu en France ? Oui, clairement. Nous, 95% de notre marché, il est en France et on s'attache à avoir un vrai maillage de boutiques. On a un réseau de 500-600 revendeurs en France qui revendent toute une partie de nos produits et en ligne également. Et l'objectif, ça va être de pouvoir créer ce même maillage en Allemagne, par exemple, et dans les pays limitrophes parce que l'éthique n'a pas de frontières et qu'on souhaite pouvoir le proposer à nos voisins européens assez rapidement.
Merci beaucoup Pierre Monnier. Je rappelle que vous êtes le fondateur de InBag et longue vie à cette belle entreprise. Et merci d'avoir pris le temps de nous éclairer sur ce beau projet à impact. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Au revoir. On va se quitter un court instant et on se retrouve juste après avec une autre entreprise dans un univers complètement différent, mais nous sommes dans l'ambiance de la Toussaint. Vous êtes, comme chaque année, nombreux à aller fleurir les tombes de vos proches. Eh bien, je vous propose de découvrir une jeune entreprise qui propose de remplacer la pierre tombale traditionnelle par un couvert végétal avec des plantes qui résistent aux aléas climatiques. À tout de suite. Sud Radio Cessa la France, Nathalie Schrengerma. Avec le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio Cessa la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. On continue notre découverte de ces entrepreneurs qui innovent. Alors à la Toussaint, vous le savez, vous êtes nombreux à aller fleurir les tombes de vos proches. Alors je vous propose de découvrir une jeune entreprise qui souhaite qu'on oublie un peu la pierre tombale traditionnelle, le côté très minéral finalement des cimetières pour un couvert beaucoup plus végétal. On en parle tout de suite dans C'est ça la France. Sud Radio Cessa la France. Et on en parle avec Jérôme Clergeau. Bonjour Jérôme. Bonjour Nathalie. Vous êtes le cofondateur de l'entreprise L'Au-delà avec Fred Perman, votre associé qui est paysagiste. Et vous proposez donc des sépultures végétales. Alors, on en voit de plus en plus. Bon, ça reste encore assez marginal, mais il y a de plus en plus de demandes de ces sépultures végétalisées où finalement les plantes poussent au-dessus des disparus. On appelle ça aussi des tombes paysagères, des tombes jardinées. Avant d'évoquer votre concept à vous, quels sont les principaux avantages finalement de faire appel à une tombe végétalisée, de faire appel, je recommence. Avant de parler de votre concept à vous, quels sont les principaux avantages finalement des tombes végétalisées plutôt qu'une tombe traditionnelle ? L'avantage des tombes végétalisées, c'est plutôt une question d'esthétique. Notamment aujourd'hui, on constate qu'en France, on est sur des cimetières qui sont très minéralisés. On est souvent sur des tombes traditionnelles en granit qui sont généralement noires ou grises, ce qui rend un petit peu morose un cimetière qui est un lieu qui pour moi devrait être un lieu de promenade, devrait être un lieu de parc naturel et végétalisé. C'est pourquoi l'avantage de la tombe végétalisée, c'est d'apporter de la verdure et d'apporter surtout un petit peu de vie, là où malheureusement il n'y en a plus. Alors j'ai vu qu'en février 2014 avait ouvert à Niort le premier cimetière naturel. Alors c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, mais un concept qui se veut écologique, une alternative finalement au cimetière traditionnel, où là pour le coup on n'a pas le droit de mettre des caveaux en béton, ni des fleurs artificielles d'ailleurs. Donc il y a cette envie finalement de plus en plus de retrouver vous le disiez à l'instant, des cimetières plus vivants finalement. Oui, c'est exact, c'était l'objectif. C'est qu'on a la chance d'avoir proche de notre siège social le cimetière naturel de Souchet, près de Niort, qui effectivement offre cette possibilité-là. C'est de là d'ailleurs que nous est venu le concept de l'au-delà, avec une famille qui souhaitait y mettre leur fils, malheureusement décédé, au cimetière de Souchet, et n'habitant pas Niort, ils n'ont pas eu la possibilité d'accéder au cimetière naturel. Ah oui. Mais pour autant, la famille avait le souhait d'avoir quelque chose de végétalisé et de naturel pour leur fils qui adorait les plantes, et donc ils voulaient quelque chose qui change, quelque chose d'unique et qui soit, on va dire, un petit peu plus aiguillé qu'une tombe traditionnelle en granit et généralement de couleur rose, noire ou grise. Alors que propose l'au-delà par rapport aux tombes végétalisées que l'on peut retrouver ailleurs ? Alors la vraie innovation de l'au-delà, c'est de proposer une tombe végétalisée qui va être basée sur du cortène, qui est un acier qui va patiner avec la rouille. C'est-à-dire que c'est un acier qui va prendre une couleur rouille, mais qui ne va pas avoir de signe de corrosion. Donc on va vraiment être sur une patine qui va être durable dans le temps, qui va avoir une résistance et une longévité assez impressionnante. On a une résistance 8 fois supérieure à l'acier. Et de par-dessus, on va avoir la tombale, la partie horizontale, sur laquelle on va positionner un tapis de sédum, donc qui est une plante naturelle, qui est une plante à croissance lente, donc qui va nécessiter très peu d'entretien. Et notre grosse innovation, c'est qu'on propose notre produit en kit, c'est-à-dire que l'on peut livrer aux particuliers comme aux professionnels un produit prêt à monter soi-même, donc qui permet de se monter en plus dans un temps. Même la structure en acier ? Oui, la structure en acier, alors ça pèse moins de 200 kg l'ensemble, donc c'est assez facilement portable à 2 ou 3 personnes, et c'est livré démonté. Il y a simplement à boulonner la stèle sur la tombale, et par la suite on l'envoie également le kit paysager.
Ouais. Alors, comment vous choisissez les plantes pour qu'elles puissent justement résister, vous le disiez, aux aléas climatiques? Quels sont Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'il y a plusieurs propositions possibles? Alors oui, il y a plusieurs propositions possibles. Dans la version standard, comme je disais, on propose du sedum, donc c'est un tapis 100% végétalisé sur la tombale, mais on peut également répondre à différentes demandes des familles qui souhaiteraient des plantes particulières. Là, pour le coup, on a la chance d'avoir mon associé, Fred Permont, qui est designer paysagiste, donc qui a la connaissance des végétaux et de leur résistance. À savoir que l'objectif et les contraintes que l'on peut rencontrer sur le végétalisé, c'est d'avoir des végétaux qui restent sur des végétaux plutôt nains, qui vont pas dépasser ou avoir des tailles trop importantes pour la réglementation des cimetières, mais également avoir des végétaux qui vont nécessiter le minimum d'entretien pour les familles. L'objectif, c'est d'avoir une tombe qui reste jolie le plus longtemps possible. Justement, la question que j'allais vous poser, c'est ça, les soins nécessaires pour maintenir les plantes en bonne santé une fois qu'elles sont installées sur la tombe. Est-ce que ça reste simple? Parce que finalement, on va dire le petit inconvénient des tombes végétalisées, c'est qu'il faut quand même faire appel de temps en temps à un jardinier pour que ça puisse être particulièrement bien entretenu. Du coup, là, l'idée, c'est vraiment de nous faciliter la tâche. Exactement, on sait par expérience maintenant, parce que nos plus anciennes réalisations ont maintenant 5 ans, et la famille n'a jamais eu besoin de faire une intervention humaine. Ouais. Et quand je parle d'intervention humaine, je parle de couper légèrement les végétaux, je parle également d'arrosage. On a conçu le système, notre bac en acier corten est prévu avec tous les supports de culture nécessaires pour maintenir un maximum d'eau. On a donc des trop-pleins d'eau, parce qu'une plante a besoin d'eau pour vivre, mais quand elle en a trop, elle meurt. Donc on a des systèmes de trop-plein, et on a tout un système de gestion de l'eau permettant aux plantes d'en avoir en suffisance. Ce qui ne veut pas dire, en période de forte sécheresse, qu'un petit arrosage de temps en temps n'est pas de trop, mais les végétaux sont choisis pour ne pas pousser trop, donc ne peuvent vraiment pas nécessiter d'entretien et avoir un arrosage limité, voire le plus possible inexistant, même s'il y aura toujours un tout petit peu d'entretien à faire. Oui, et puis j'imagine que vous fournissez des conseils et des instructions spécifiques à cet effet. Alors, comment vous est venue cette idée? C'est vraiment à partir de, malheureusement, cette rencontre avec cette famille en deuil qui souhaitait enterrer son enfant et qui n'avait pas accès au cimetière de Souchet, ou bien c'est ça plus autre chose? C'est effectivement l'élément déclencheur. En fait, mon associé, étant designer paysagiste, a eu l'occasion de rencontrer cette famille, alors qu'il n'était pas cliente, ni de son magasin, ni de la création d'un jardin. En revanche, cette famille avait vu le travail de mon associé et a décidé de se tourner vers lui pour demander quelque chose d'un petit peu original. Effectivement, la famille a présenté le projet comme ça, en leur disant voilà, on va vous présenter quelque chose. Dites-nous si c'est possible, c'est vraiment pas commun, mais on voit vos réalisations, ça nous plaît, et on voudrait savoir ce que vous pouviez nous proposer. Et en plus, cette famille avait une idée bien précise de ce qu'elle voulait. Elle voulait du corten, du végétal, et aussi un petit peu de minéral avec une pierre de taille de la région. Donc, elle avait vraiment une idée bien conçue de ce qu'elle voulait, et elle cherchait un paysagiste qui soit capable de lui mettre en œuvre. Donc, de par cette demande-là, Fred a réalisé une première sépulture, et puis par la suite, on a essayé de standardiser un petit peu le concept avec des tombes, on va dire, standards, ce que je disais tout à l'heure avec le tapis 100% végétal, et ensuite on répond bien entendu aux besoins des familles en fonction de leurs souhaits pour agencer et vraiment créer son petit jardin sur la taille de la concession. Vous avez le sentiment que les mentalités changent aussi à ce niveau-là, les envies également, ou ça reste encore, comme je le disais, marginal? Est-ce que vous voyez un changement par rapport à cette image que l'on a du cimetière? Et finalement, parce que quand on y repense, un cimetière végétalisé, c'est vrai que quand on habite à côté d'un cimetière, dans les villages ou même dans les villes, c'est beaucoup plus joyeux. Mais alors, est-ce que les familles sont prêtes à passer le pas? Alors effectivement, ça reste une transition qui est longue. Aujourd'hui, on voit que les consciences évoluent sur toute la partie végétale et la conscience collective au-delà même des cimetières. Donc on a un chemin qui est amorcé. Comme j'ai dit tout à l'heure, on voit chez les pays voisins que c'est déjà quelque chose qui est dans les mœurs. Des tombes végétalisées, des cimetières prairies, c'est devenu commun. Nous en France, ça vient petit à petit. Les familles se tournent de manière encore marginale, mais se tourne quand même vers le végétal de plus en plus. Et on a aussi la chance d'avoir des mairies et aujourd'hui des communes
qui veulent avoir des cimetières qui soient, comme je disais tout à l'heure, des lieux de promenade, des parcs paysagers. Et donc là, pour le coup, on profite un petit peu de cette transition des mairies vers des cimetières un petit peu plus joyeux. Alors, pour l'instant, les mairies, c'est vrai qu'elles tendent de plus en plus vers les cimetières végétalisés, mais elles gardent encore les tombes, les pierres tombales en pierre, en granit. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Il y a une sorte de transition écologique qui s'invite aussi dans l'univers des cimetières. Ouais. C'est tout ce qu'on va chercher avec l'au-delà. L'avantage, c'est que on propose également aux mairies qui récupèrent des concessions parfois vieillissantes. Parce qu'à l'époque, il y a quelques années encore, les mairies pouvaient proposer des concessions perpétuelles. Donc ça veut dire que le monument était installé pour une durée infinie. Et à ce moment-là, on a aujourd'hui des monuments qui tombent en ruine, qui s'effondrent et autres. Et c'est aujourd'hui l'avantage de l'au-delà, c'est de proposer effectivement aussi aux mairies des sépultures sans stèle pour permettre de récupérer ces concessions et de rapporter un petit peu, de remplacer ces anciens monuments qui malheureusement sont en ruine et qui n'ont plus de famille pour les entretenir, de les remplacer par du végétal, pour aussi un petit peu égayer ce que l'on peut dans des cimetières anciens qui doivent aussi conserver leur charme. Vous avez le sentiment, pour quelle raison d'après vous ça avance moins vite en France qu'en Angleterre par exemple? Est-ce que c'est parce que le sujet de la mort est encore un grand tabou? Est-ce que c'est parce qu'il y a un lobby du funéraire derrière aussi, parce que c'est un marché énorme et pour eux le cimetière naturel est peut-être moins intéressant? Comment on l'explique ça? J'ai pas vraiment d'explication. C'est vrai qu'effectivement, on a des mentalités qui sont différentes et le rapport à la mort en France est assez particulier. Ça reste un sujet tabou, même au sein des familles. Et en effet, alors le monde du funéraire est assez partagé. Le monde du funéraire est un milieu prudent. On est aussi avec des acteurs qui ont envie de pousser vers l'évolution, qui sont en recherche de nouveautés, mais qui restent prudents sur un marché qui a vécu de nombreuses années sur des produits plus ou moins identiques. Alors c'est un milieu qui innove, bien entendu. Faut pas avoir dans mon propos quelque chose de péjoratif. C'est un milieu qui innove, mais qui reste quand même sur des produits qui sont similaires. Les sépultures et les monuments d'il y a 10 ans sont aujourd'hui les mêmes, avec certes des couleurs et des garnis différents, mais on reste sur quelque chose d'à peu près similaire. Et donc, la tombe végétale est accueillie et certains tombes funèbres, qui sont aussi nos revendeurs aujourd'hui, prennent le pas de cette nouveauté et essayent de la proposer à leurs clients pour essayer d'amorcer eux-mêmes la transition. Et je pense que la transition viendra à la fois des particuliers, mais aussi des professionnels qui vont de plus en plus voir fleurir, entre guillemets, ces tombes sur les cimetières et qui va peut-être leur donner envie de proposer ce produit-là à leur clientèle. Jérôme Clergeau, l'entreprise existe depuis combien d'années, l'au-delà? Alors l'au-delà, les premières sépultures datent d'il y a 5 ans, mais elles étaient à l'époque portées et installées par la société de paysagistes de mon associé. Et aujourd'hui, l'au-delà a été vraiment créé pour distinguer cette activité-là de l'activité de paysagiste. Et elle existe depuis 6 mois maintenant. Voilà, 6 mois. Eh bien, on vous souhaite une longue vie. Je ne sais pas si c'est le bon terme à employer, mais si, parce que finalement, on va apporter un peu de vie dans cet univers funéraire, qui est un univers qui est aujourd'hui, on l'a dit, assez froid avec toutes ces tombes minérales. Donc, on vous souhaite vraiment beaucoup de succès avec l'au-delà et on espère que vous pourrez justement proposer une belle alternative aux familles avec cette proposition végétalisée. Merci beaucoup Jérôme Clergeau d'avoir pris le temps de nous présenter l'au-delà et un grand bravo à vous et à Fred Perman. Belle journée à vous, au revoir. Merci, au revoir. Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter. Destination Occitanie et les entreprises ouvertes à la visite vous présentent Sud Radio Cessa la France avec Thibaut, le French Trotter. Il est temps de retrouver Thibaut, notre French Trotter, qui s'est baladé cette semaine du côté de Toulouse, la ville rose. Si vous êtes fan de rugby, tendez bien l'oreille, la visite qu'il vous propose est faite pour vous. Et oui Nathalie, aujourd'hui on visite un lieu qui est mythique pour tous les passionnés de rugby. C'est le stade Ernest Voillon, situé bien sûr à Toulouse. Et je suis en compagnie de Catherine Laurière, qui est guide conférencière, et qui va tout nous dire sur ce lieu qui accueille l'équipe toulousaine, le stade toulousain qui joue ici à domicile. Alors Catherine, pourquoi il faut absolument visiter ce stade si on est fan de rugby? Bonjour, alors on fait des visites assez interactives sous forme de questions-réponses, un format à peu près d'1h30, qui va nous permettre de passer par tous les lieux emblématiques du stade. Donc le terrain bien sûr, mais qu'on connaît puisqu'on le voit à la télé. On peut accueillir 19 600 visiteurs.
donc un stade relativement important où on est assez proche du terrain. Et pendant la visite, on passe également donc, dans les vestiaires occupés seulement les jours de match. Donc, côté coulisses, on visite les coulisses? Côté coulisses, on visite également la salle de conférence de presse qu'on est peu habitué à voir. En tout cas, on voit simplement la partie des personnes interviewées. La visite permet aussi de découvrir la vie de ce club depuis 1907. Pourquoi Ernest Wallon? Voilà, Ernest Wallon était un juriste donc, qui a fondé le club en 1907 et donc a choisi les couleurs. On parle également de l'histoire du logo qui a évolué. Couleurs, donc rouge et noir. Alors, pourquoi le rouge et noir? Alors, on va peut-être pas tout dévoiler aujourd'hui aux auditeurs, mais le rouge et noir est lié à l'histoire de Toulouse et des Capitouls notamment. On parle aussi de toutes les coupes qu'a gagné ce club du Stade Toulousain. 22 victoires en championnat de France. Exactement. 5 victoires en Coupe d'Europe, je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Et puis on parle également donc du fameux bouclier de Brennus, qui est emblématique et que le stade a remporté plusieurs fois. On essaie en même temps que nous déambulons au travers des espaces du stade de ponctuer la visite par ces questions pour que les visiteurs marquent des essais. Voilà, donc c'est un parcours un peu ludique. C'est un parcours assez ludique, accessible à tout le monde. Alors là, on est à l'extérieur, on est devant cette pelouse. Elle fait quelle taille? Elle paraît immense devant ce stade vide. Voilà, les dimensions, en gros, voilà, c'est 70 sur 100, un peu moins d'un hectare. On pourrait rentrer un emblématique à 380, il pourrait se poser sur la pelouse. Une pelouse très particulière, puisque ce sont maintenant des pelouses hybrides qu'on retrouve. Alors, hybride, c'est un mélange de pelouse synthétique et pelouse naturelle. Donc, ça demande beaucoup de travaux pour la mettre en place et le but est donc que des tufteuses plantent les brins synthétiques et qu'ensuite s'enroulent autour les brins naturels donc ça demande tous les jours un ensoleillement, donc s'il n'y est pas on va faire de la luminothérapie, on va utiliser des ventilateurs pour éviter que des champignons ne prolifèrent, donc ça demande un entretien quotidien, donc ce sont 4 à 6 jardiniers tous les jours qui s'occupent tous les jours. Voilà, du bon état de la pelouse. Très bien. Alors il y a une chose très intéressante quand on vient faire la visite, c'est qu'on a accès aux coulisses. Est-ce qu'on peut aller voir les vestiaires, les salles d'entraînement? Allons-y. J'ai suivi Catherine jusqu'à la salle d'entraînement, c'est ça? Oui, c'est ça. Et on a surtout ouvert le rideau qui nous mène dans un antre un peu particulier où il y a les Scrum Machines. Alors, qu'est-ce que la Scrum Machine? Alors Scrum en anglais donc veut dire mêlée, donc la Scrum Machine, c'est une machine qui a été conçue par Thierry Savio, un ancien joueur, en collaboration avec l'atelier des Graves qui a fabriqué donc cette machine qui permet aux jeunes joueurs de s'entraîner à la mêlée. Le but est que les joueurs ensuite soient musclés au niveau des deltoïdes, des dorsaux, qui sont des parties qui sont difficilement musclables hors usage de cette Scrum Machine. Alors Catherine ouvre pour nous la porte des vestiaires. Vous pourrez remarquer que dans les casiers, il n'y a pas les noms marqués, ce sont les numéros. Il y a 15 joueurs, donc on peut voir les 15 places, et ensuite il y a les remplaçants. Alors Catherine, qu'est-ce qu'on fait si on est auditeur de Sud Radio et qu'on veut visiter ce stade? Alors on va sur le site internet de Manatour, www.manatour.fr, où vous avez le panel de visites qu'on propose, dont le stade toulousain. Parfait, je crois que vous avez donné envie aux auditeurs de venir dans ce lieu mythique. Merci beaucoup Catherine. Merci à vous, bonne journée. Vous avez bien noté www.manatour.fr. Alors c'est une visite très bien conçue qui peut se faire seule, en famille ou entre amis et qui vous remettra dans l'ambiance de la Coupe du Monde de rugby. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Avec Destination Occitanie et les entreprises ouvertes à la visite. On arrive déjà à la fin de cette émission. Merci, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie.